Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faberglass et puis cette semaine, on a un très bon podcast entre les mains. Mon premier invité, c'est un sujet d'actualité, c'est Stéphane Patry qui vient nous parler de Patrick Côté. Vous le savez probablement tous à ce stade-ci. Patrick Côté a été l'invité d'Olivier Aubin-Mercier sur son podcast, le Canadian Gangster Podcast. Et puis, il y a des propos qui ont été tenus à l'égard de Stéphane Patry qui lui ont élicité une réaction. Il m'avait publié une réponse que je vous ai sortie sur mon vidéo d'actualité MMA québécois plus tôt cette semaine. Mais Stéphane tenait quand même à venir clarifier plus en détail certaines des situations qui étaient évoquées par Pat Côté dans ce podcast-là. Donc c'est ça qu'il nous offre aujourd'hui. J'en profite à l'instant même pour inviter Patrick s'il est à l'écoute justement de ce podcast-là. Puis il y a des choses qu'il veut préciser, qu'il veut le counter à Stéphane. Je t'invite Patrick à venir nous faire part de ça. Moi, je vais volontiers être la personne qui va accueillir cette discussion-là sur mon podcast. Ça va me faire plaisir. Donc, Patrick, c'est à l'écoute du podcast, puis il y a des choses que tu veux préciser à la suite de l'entrevue à Stéphane. Il n'y a aucun problème. T'es invité. Olivier Aubin-Mercier aussi, d'ailleurs, je sais qu'il n'y a pas vraiment rapport dans l'histoire, il a comme été l'host de ça un peu, mais j'ai toujours voulu Oli sur le podcast. Donc si Oli, tu veux venir faire la promotion de ton nouveau podcast, n'hésite pas à venir sur mon podcast, puis en échange, peut-être qu'un jour, je pourrais même aller sur ton podcast. Donc ça fait beaucoup de podcasts dans la même phrase, mais bref, c'est ça que je tenais à dire. J'invite Patrick Côté, s'il veut continuer cette histoire-là, s'il y a des choses à rajouter, je l'invite sur ma plateforme pour venir continuer cette discussion-là, parce que je trouve ça vraiment toujours important d'avoir les deux côté de tout, c'est de même qu'on est fair puis que les gens savent qu'on est fair. Fait que c'est mon but premier, moi, d'être fair puis d'essayer d'avoir tous les aspects de cette discussion-là. Donc, Patrick, si ça te tente, open invite. Si t'as rien à rajouter non plus, gars, y a pas de stress avec ça, le gros, là. Fait que tout ça pour dire que j'ai un deuxième invité aussi, puis c'est une excellente discussion, ça, je dois vous le dire. C'est en compagnie de Yoni Sherbatov. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais hâte de recevoir Yoni. C'est un combattant que j'aime. Je l'ai moi-même classé l'année passée comme étant le meilleur prospect canadien en MMA. Donc, j'avais hâte de parler à Yoni. Évidemment, c'est un autre très bon combattant. Et puis, mon rêve s'est finalement réalisé. Donc, en deuxième partie du podcast, j'ai un excellent entretien avec Yoni Sherbatov. C'est quelque chose que vous devez absolument écouter. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis je suis sûr que vous allez avoir autant de plaisir à écouter ça qu'on a eu de plaisir à faire ça. Donc, très bon épisode pour vous, bonne écoute, puis on se voit à la fin. Salut tout le monde, on est là aujourd'hui avec le président de TKO MMA, Stéphane Patry, qui a eu le déplaisir d'entendre le podcast de Olivier Aubin-Mercier de l'édition de la semaine passée avec Patrick Côté, et puis il y a eu des commentaires à son égard, on a eu la chance d'en discuter dans une vidéo, il m'avait offert une réponse, mais je pense que il voulait vraiment avoir la chance d'en parler de voix vive, de vous clarifier certaines affaires. Donc merci d'être là, Steph, puis la parole est à toi. Ben, ça me fait plaisir, Faber. Premièrement, la raison pourquoi j'ai décidé de t'en parler, en fait d'en parler à tout le monde, c'est que je suis comme un petit peu tanné de toute cette situation-là, entourant pas mal tout le temps le même individu, le même groupe d'individus. Puis, tu sais, à quelque part, je suis un être humain, je travaille très, très fort dans cette industrie-là. Je fais mon possible pour que TKO, ça marche, pour que les fighters aient des combats, pour que les gens puissent vivre de leur passion. Fait que, tu sais, quand t'entends des attaques personnelles comme ça, moi, d'habitude, je laisse passer ça. Mais là, c'est comme venu plus me chercher parce que, tu sais, t'as le droit de dire Stéphane Patry, c'est un trou de cul, c'est un plein de marde, je l'aime pas, c'est un ci, c'est un ça, c'est correct, c'est ton opinion, puis moi aussi j'ai mon opinion sur certaines personnes. C'est accepté que souvent je la garde pour moi, même je pense que je suis un livre ouvert pas mal, mais là c'est aller plus loin, c'est aller dans des détails qui sont mensongers. Fait que c'est important pour moi de revenir là-dessus pour que les gens, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont continuer de croire la version de Patrick Côté, mais pour moi, tu sais, mon opinion de Patrick Côté, c'est à peu près la même opinion que Dana White a d'Oscar de la Hoya, dans pas mal tous les détails d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire, je veux pas aller là-dedans. Mais tu sais, il parlait dans le podcast à Olivier on avait annulé l'événement, que c'était pas à cause des blessures. Tu sais, je suis tombé en bas de ma chaise parce que tu sais, quand nous on change une date
par exemple, du 8 février au 14 mars, on a une liste interminable de dépenses qui ne seront jamais remboursées. Il y a des billets d'avion qui avaient déjà été achetés. Il y avait de la publicité qui avait été mise à la radio et à la télé. On n'est pas remboursé pour ça. Il faut en mettre de la nouvelle publicité. Il faut en mettre de la nouvelle publicité à la radio. On a des dépôts dans des hôtels. On a des frais de cancellation de billets d'avion. On a les dépenses n'arrêtent plus. Des posters qu'il a fallu réimprimer. Des billets à réimprimer. Des flyers à réimprimer. Puis, je veux dire, je laisse passer beaucoup de détails de choses qu'on a dû, des désagréments qu'on a. Ils parlent que c'est moins cher louer le Centre Vidéotron un jeudi qu'un vendredi. J'invite tout le monde à vérifier si c'est vrai. C'est complètement faux. Sinon, tout le monde qui fait des événements au Centre Vidéotron ferait ça lundi, mardi, mercredi. Puis si c'est moins cher, c'est le même prix. La décision, on l'a prise, que je pourrais dire, presque de reculons, de concert avec les gens du Centre Vidéotron, mais je reviens sur les blessures. Je vais refaire la liste, même si ça a été diffusé autant sur ta page à toi, sur La Voix des guerriers et plein d'autres pages. On a, je ne sais pas par cœur, évidemment, que je vais consulter ma liste. Il y a Seyfeddine Ouerghi qui a été blessé à la cheville. Derek Dexter, lui, c'est un test médical qui a échoué. Il va aller revoir les médecins pour voir si c'est une erreur. Il n'aurait pas été en mesure de combattre. James Clark a été blessé au genou. Terry Lemaire s'est cassé un orteil. On avait d'ailleurs diffusé la photo sur les réseaux sociaux. Branson Ribeiro avait un problème de visa qu'on n'aurait jamais été capable de régler à temps pour le 8 février. Heureusement, là, ce report-là nous a permis de le régler pour le 14 mars. On a Nate Manos qui s'est blessé au genou. On a perdu un combat de championnat à cause de ça. On a Samuel Moisan qu'on voulait mettre contre Johnny Baldridge. C'est un combat auquel je tenais beaucoup. Mais malheureusement, il est blessé au genou et à la hanche. Ensuite de ça, on a Alex Murat qui s'est blessé au genou. On a Bruno Capellozza qui devait être l'adversaire de Branson Ribeiro qui s'est fracturé la main. Et finalement, on a un des combattants impliqués dans un des combats principaux de championnat qui s'est blessé au genou. On n'a pas pu s'entraîner pendant 3 semaines. Évidemment, on ne veut pas mentionner c'est qui. On va en parler après la conférence de presse parce qu'il se serait battu quand même, mais il se serait battu probablement sur une jambe. Puis c'est pas le genre de spectacle qu'on veut offrir à nos fans. Donc, avec toutes ces blessures-là, on est tombé à peu près à quelque chose comme 6 ou 7 combats. Et si on avait remplacé, si on avait été chercher, mettons qu'on aurait réalisé un miracle, qu'on aurait ajouté 5 ou 6 combats avec des combattants qui ne se seraient pas entraînés, donc qui n'auraient pas été en camp d'entraînement, ça aurait été un spectacle, selon moi, de moindre qualité. C'est pas ça qu'on veut offrir aux fans. Surtout que le Centre Vidéotron, c'est une place qui nous a super bien accueillis. Les gens de Québec ont été incroyables avec nous depuis qu'on a commencé le 4 mai 2018 avec eux. Je veux dire, on va pas arriver et leur donner un événement en bas de la norme. Donc, c'est la raison et il n'y a pas aucune autre raison. TKO est en excellente santé financière. Les combattants qui malheureusement ont vu leur combat reculer ont été comment je pourrais dire ça, ont obtenu un montant de dédommagement supplémentaire sur leur bourse. Donc, je pense que c'est sûr que tout le monde était déçu. Nous, en partant, les athlètes, tout le monde était déçu. Même les fans étaient déçus. Mais au bout de la ligne, tu vois, on se retrouve avec une carte de 13 combats. Tout le monde est en santé, tout le monde est en camp d'entraînement. Donc, ça va donner un excellent gala. Donc, c'est la seule et unique raison. Ensuite de ça, je ne sais pas par quelle situation ridicule commencer en premier. La première qui avait été abordée, c'était le combat d'Anderson Silva. Le combat d'Anderson Silva. Ouais. Tu sais, le combat ça, c'est des affaires qui sont tellement privées, mais il a voulu en parler, donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Quand Georges et Marc et Patrick et David Loiseau, je parle de Georges Saint-Pierre, Marc Hominick, Sam Starr, David Loiseau, puis tout ça, sont arrivés à l'UFC, puis vous pouvez aller sur Google, regarder leurs shorts de combat dans leurs 2, 3, 4, 5 premiers combats à l'UFC, vous allez voir qu'ils ont tout le temps le double des commanditaires de leur adversaire. Je travaillais très fort à ce niveau-là, le mieux que je pouvais. Souvent, j'impliquais de mes propres commanditaires TKO pour aller chercher de l'argent supplémentaire à ces gars-là. Puis il y a plein de fighters que je gérais pas. Chuck Liddell m'a déjà appelé. Tu sais, on aimerait ça, tu es capable de nous aider à trouver des commanditaires, puis tout ça. Tu sais, moi, c'était pas mon rôle, c'était auprès de mes athlètes. Donc, pour revenir au combat d'Anderson Silva, désolé. Regarde, allez sur Google, là, faites une recherche Patrick Côté contre Anderson Silva et regardez les shots à Patrick Côté. Dans l'entrevue avec Olivier Aubin-Mercier, il a dit que c'était inconcevable, qu'il y avait plein de trous libres sur ses shots.
Il n'y en avait pas un trou de libre. Il n'y avait même pas de place pour aller mettre un mini logo sur ces shorts-là. Je t'invite à aller les regarder. Je pense que je t'en ai envoyé des photos. Ouais. Tu vas pouvoir les partager aussi. Patrick avait, je pense, 8 commanditaires sur ces shorts-là. Il y avait Warrior Wear, il y avait MMA Fight Shop, Gary Chartrand Climatisation, Naked Eye, Avirex, Bar Le Garage, Lito Millil. Puis en plus de ça, on avait ajouté des logos de ces gyms où ils s'entraînaient à l'époque, Stio Tongue et BTT Canada. Donc, il n'y avait plus de place sur ces shorts-là. Puis en plus, puis tu sais, oui, au niveau de la gérance, à un moment donné, j'avais plein d'athlètes que je gérais. Puis à un moment donné, ces athlètes-là sont partis dans d'autres directions. Mais contrairement à ce que Patrick dit, ça n'a pas tout le temps été des situations conflictuelles. Puis il n'y a pas personne à qui j'ai volé $1 ou que j'ai crossé, comme lui disait. Pour revenir au combat d'Anderson Silva encore une fois, quand je me suis battu pour que Pat ait ce combat-là, soit dit en passant, comme je suis battu à plusieurs reprises pour qu'il retourne à l'UFC, parce que, tu sais, c'est bien beau de dire que tu es à l'UFC, mais à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui où il y avait 600 combattants à l'UFC. Il y en avait 100, 120, puis c'était vraiment comme pas tout le monde qui allait à l'UFC à cette époque-là. Là. C'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, puis il y a souvent des situations où ça a été... il y a eu des négociations très intenses. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là parce que ça risque d'être long. Mais pour revenir au moment où on a réussi à convaincre l'UFC de donner ce combat de championnat. Puis quand je dis on, je devrais même pas dire on, je devrais être narcissique comme Pat. Au moment où j'ai réussi à lui avoir un combat de championnat contre Anderson Silva, puis vous pouvez faire une entrevue si Joe Silva accepte de vous parler. Joe Silva n'a pas dit oui tout de suite. Là. Il a fallu que je me batte pour que ce combat-là ait lieu. Puis finalement, il a eu lieu. Pat, on a commencé à travailler sur les commanditaires. J'ai donné la liste. Il y en a eu plein. C'était beaucoup d'argent. C'était tous des commanditaires qui donnaient quand même un bon montant. C'était pas des millions. C'était pas des dizaines de milliers de dollars, mais c'était tous des 2, 3, 4, 5 000. Mais quand on a 6, 7, ben, tu te ramasses avec des shorts qui valent 20, 25, 30 000. Je me souviens pas du montant exact. Honnêtement, ça fait 12 ans de ça. Mais Pat voulait qu'on organise un after-fight party à Chicago. Moi, Chicago, c'est pas Québec ni Montréal. Je connais pas vraiment Chicago. Donc, j'avais appelé Shoni Carter, qui est un ancien combattant de l'UFC, qui est un de mes amis. Puis je lui ai dit, parce que Shoni habite, Shoni habite à Chicago. C'est quelqu'un qui connaît tout le monde dans les bars. C'est quelqu'un, je pense, qui a été doorman dans tous les bars de Chicago, ou presque. Je l'ai appelé, je lui ai demandé, Shoni, es-tu capable de m'aider pour Chicago? Je voudrais faire un after party pour Patrick qui se bat en finale contre Anderson Silva pour le championnat du monde. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui pourraient être intéressés? Shoni a fait le tour, puis il m'a rappelé 3-4 jours plus tard, puis il n'y avait pas une grosse liste. Il y avait à peu près 5 clubs qui allaient peut-être avoir un intérêt, parce que la réponse de tout le monde, c'était, écoute, le combat, c'est un samedi soir, puis le samedi soir, on est déjà plein dans notre bar. On n'a pas besoin vraiment de ce type de publicité-là. Donc, j'ai fait le tour de ces 5 bars-là qui pouvaient avoir un intérêt quelconque pour commanditer un after-party de Patrick Côté. La plupart m'arrivaient avec des $1,000, $1,000 plus une table puis 2 bouteilles, 1,500, 2,000. Puis il y en a un qui offrait $6,000. Donc, j'avais appelé Patrick, j'avais dit, regarde, Pat. Puis le Pat lui voulait 10 000. C'était important pour lui. After party, pour lui, égalait 10 000 $. Il voulait rien de moins que 10 000 $. Donc, après avoir fait le tour, avoir parlé, évidemment, quand tu parles à un commanditaire, à un annonceur ou à un bar comme ça, et 10 000, ben, tu essaies d'avoir 2 000, puis 3 000, puis 4 000, puis 5 000. Tu dis pas, OK, 1000, merci, bye. C'est ma force. Je suis un vendeur, je suis un négociateur, puis j'ai essayé, puis à 6 000, c'était le maximum. Il voulait pas aller plus haut que ça. Donc, j'avais dit à Pat, écoute, Pat, ce bar-là est prêt à donner 6 000 $. Non, moi, je veux absolument 10 000, je veux 10 000, je veux 10 000. Puis lui, c'était 10 000, puis rien d'autre. 6 000, c'était pas assez, puis ça n'avait pas d'allure. Fait que j'ai continué, j'ai appelé d'autres clubs, j'ai fait des recherches, puis finalement, ça avançait pas. Puis j'ai relancé une couple de fois Pat pour lui dire, regarde, 6 000, c'est de l'argent, c'est 6 000 US, c'est pas 10 000, mais c'est quand même 6 000, on devrait peut-être le prendre. Puis finalement, c'était non, il voulait 10 000. Puis finalement, quand on était rendu à peu près à 2 semaines du combat, j'ai dit, regarde, Pat, on était à 2 semaines, je trouvais pas rien d'autre, j'ai négocié, j'ai essayé d'avoir le maximum de tout le monde. Le seul qui est prêt à donner un bon montant, c'est ce club-là, puis il est prêt à donner 6 000. Puis en fait, je me souviens même pas du nom du club. Fait que, il a dit, OK, c'est beau, on fait les 6 000, pas le choix. Avec tout à peu près l'air qui m'a fait. Donc, j'ai appelé ce bar-là. Là, on est rendu à peu près à 1 semaine et 4-5 jours de l'événement.
Puis là, je dis, bon, parfait, j'ai réussi à convaincre Pat, on va faire l'after party chez vous, on va le faire pour 6 000. Là, le gars du bar, il dit, Stéphane, oublie ça, là. On est à moins de 2 semaines du show, j'ai pas le temps de faire la promotion. Ça vaut vraiment plus la peine pour moi de faire ça, là. Fait que ça a fini qu'il n'a pas eu son 6 000. Puis là, dans la semaine, finalement, on est allé faire un after party dans un autre endroit qui donnait beaucoup moins. Je pense que c'était 1500. Puis quelques jours, peut-être à 5 jours du combat, il y a quelqu'un qui m'a écrit, quelqu'un qui est très proche de Pat, avec qui je parlais régulièrement, qui m'a écrit, il me dit, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé avec Pat? Il dit que tu l'as crossé de 10 000 $. Qu'est-ce que je l'ai crossé de 10 000 $? Lui, il voulait un after party à 10 000. Moi, j'ai pas été capable d'aller chercher plus haut que 6 000. Puis là, ça n'a pas marché parce que lui, il arrêtait pas de dire non. Mais c'est moi qui l'ai crossé de 10 000. T'sais, vous voyez que ça faisait aucun sens sur l'histoire. Fait que finalement, on est allé de l'avant. Il a fait le combat contre Anderson Silva. On sait ce qui s'est passé. Mais, juste avant le combat, la veille de la pesée officielle, quand les combattants sont en coupe de poids, c'est la coupe de poids, sont en déshydratation, ils sont, tu sais, c'est pour ceux qui l'ont déjà fait, puis surtout que Pat lui coupait vraiment beaucoup de poids. Quand tu es vers la fin de ta coupe de poids, tu es un petit peu dans les vapes, puis bon. Puis je suis rentré dans la chambre, moi, où Pat était, puis il est en train de parler à Fabio Holanda, au Marc de la Grotte, de l'autre côté. C'était la finale, donc il y avait une chambre un petit peu plus grande. Je suis rentré, je me suis assis dans le salon, j'étais en train de texter, je négociais quelque chose sûrement. Puis j'entends Pat parler à ces gens-là, puis leur dire encore la même affaire. Stéphane, là, je me suis fait fourrer de 10 000 là, pour l'after party, ça n'a pas d'allure. Là, moi, j'ai pris ma décision, je ne vais pas le payer sa commission pour le combat. Donc, le combat d'Anderson Silva, moi, en tant qu'agent, j'avais une commission, évidemment, c'est ça le rôle. Il a clairement dit à ces gens-là, je vais pas le payer, fuck that, je le paye pas. Donc, tu sais, quand on utilise le mot essayer de crosser quelqu'un, c'est lui à ce moment-là qui essaie de me crosser, puis je l'entends. Je me suis levé, puis je suis retourné dans ma chambre, puis le reste j'ai tenté de rester professionnel le reste de la journée. Le lendemain au combat, j'étais professionnel aussi. Puis le lundi, évidemment, après le combat, les commanditaires, ben, ils me payaient moi parce qu'ils étaient facturés par ma compagnie. Donc, il y avait, encore une fois, je dis des chiffres à peu près parce que je me souviens pas, il y avait peut-être pour, je sais pas moi, 15 000, 16 000, 20 000 qui lui étaient dus en commandite. Ben, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris tous ces montants-là, j'ai déduit ma commission du combat d'Anderson Silva, qu'il avait dit qu'il n'allait pas me payer, et je lui ai donné un chèque de la différence. Évidemment, Pat était furieux, il était dans tous ses états. T'as pas le droit de faire ça. Je dis, mais Pat, je me suis payé ma commission, tu me l'aurais pas payé. Qui dit que je te l'aurais pas payé? Donne-moi l'argent, puis tu vas voir, moi, te le payer après. T'sais, c'est comme, OK, moi, je suis un imbécile. Donc, tu sais, c'est ça qui est arrivé avec le combat d'Anderson Silva. Patrick Côté pourra jamais dire que je lui ai volé un sous-noir. C'est complètement faux. Puis ça vient me chercher parce que, tu sais, je parle à des anciens combattants que j'ai représentés. Pour toutes sortes de raisons, la relation s'est terminée. Regardez Kevin Lee, ça s'est terminé, mais on n'est pas du tout en conflit. Puis je peux vous donner la liste, c'est longue. Jonathan Goulet travaille avec nous. Yvan Manigevard, on se parle quelques fois pour qu'il vienne combattre chez TKO peut-être un jour. Georges Saint-Pierre, c'est sûr qu'on n'a plus la même relation qu'avant, mais on se voit. Puis, tu sais, je veux dire, il y a pas, tu sais, je veux pas impliquer plein de monde là-dedans, mais tu sais, quand Pat dit que j'ai crossé tout le monde, puis que tout le monde m'haït, puis que ci, puis que ça, c'est tellement des balivernes. Puis ensuite de ça, il parle de l'histoire de sa compagnie de gérance. Tu sais, quand j'ai dit dans ma réponse écrite que c'était l'individu le plus narcissique que j'ai connu de ma vie, ce gars-là est tellement narcissique, c'est moi, en fait, écoutez le podcast avec Olivier Aubin-Mercier, puis écoutez-le parler là, de tous les sujets, sauf du mien, mettons. Là. Puis vous allez voir. Puis tu sais, quand il a lancé sa compagnie de management, allez voir le press release, c'était une grosse photo de Patrick Côté dans le milieu, avec des petites photos des athlètes autour de lui. Tu sais, c'est comme moi, là, quand je signe un athlète chez TKO, c'est quoi la photo que vous voyez? Vous voyez la photo de l'athlète. Vous me voyez jamais dans les photos, tu sais, je veux dire. Moi, c'est du narcissisme au point le plus incroyable. Puis, tu sais, tous les problèmes,
on parle souvent des problèmes, mais il y a tellement des belles histoires puis des success stories depuis le retour de TKO. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, mais ce qu'on entend parler, c'est des chicanes, comme qu'il y a eu avec Adam Dajka, comme Corinne qui était pas contente de pas avoir le combat de championnat tout de suite contre Jade. C'est impossible que tout le monde soit heureux. T'sais, Patrick Côté avait appelé des journalistes. Oui, bonjour, Benoît Baudouin, s'il te plaît, écris un article sur le méchant Stéphane qui veut pas qu'Adam aille à l'UFC. Le journaliste a écrit l'article, mais c'est Pat qui l'a appelé pour lui dire, s'il vous plaît, écris un article. Puis dans le fond, Adam a jamais eu d'offre de l'UFC. Il y a eu une offre pour aller se battre à Contender. Puis nous, on a un contrat avec lui, on a le droit de faire ce qu'on veut, c'est notre contrat. Je veux dire, quand Adam a signé ce contrat-là, il y avait un gros sourire. Là. Allez voir la photo quand on a annoncé la signature d'Adam. Il était à mon bureau, puis il a son plus gros sourire de la vie. Là. Il était heureux de ce contrat-là, puis de l'argent qu'il avait dans ce contrat-là, parce qu'on avait réouvert son contrat avant la fin même de son contrat précédent, parce qu'il voulait plus d'argent, puis on y en a donné plus. Et tu sais, à un moment donné, là, une autoroute, ça a 2 voies. Là. Puis, tu sais, Adam, là, l'histoire avec Adam, c'est pas de côté qui a appelé des journalistes, c'est pas de côté qui a appelé Michel Tassé, c'est pas de côté qui a rendu ça comme une grosse montagne, alors qu'en réalité, c'était pas compliqué. Adam a un contrat avec TKO, puis TKO veut que ce contrat-là soit respecté parce qu'on a investi beaucoup d'argent dans Adam, on a investi beaucoup d'argent dans le développement du personnage Adam Dajka, de la vedette qu'il est devenu au Québec. Puis on va pas juste le laisser partir sans raison. Puis ça, tout le monde est au courant. On a dit à tous les fighters dès le départ, regardez, votre contrat, si l'UFC appelle, on veut que vous soyez au moins champion, que vous ayez défendu le titre au moins une fois. On a été ouvert, on l'a dit à tout le monde. Mais tu sais, c'est toutes des situations comme ça. Tu sais, l'histoire de Corinne, Pat est allé dire plein d'affaires sur les médias sociaux à ce sujet-là. Écoute, Corinne, je comprends, c'est une athlète fière, elle a perdu contre Jade, ça a été un combat serré, mais ça n'a pas été de la controverse. T'sais, c'était clair que Jade avait gagné. Fait que tu sais, en tant qu'athlète fière, ça lui fait quelque chose qu'on lui donne pas le combat tout de suite. Puis je la comprends, tu sais, c'est normal, mais nous, là, faut qu'on prenne une décision d'affaires. Jade vient de la battre. Est-ce qu'on va refaire ce combat-là quelques mois plus tard dans le même aréna? Puis même moi, si je suis l'agent de Jade, puis je lui dis, Jade, tu vas te rebattre contre Corinne, c'est sûr qu'elle va me dire non, je viens de la battre. T'sais, donc, ça n'avait pas de sens. Est-ce que c'est un combat que je veux refaire? Absolument. Parce que le monde veut tellement le voir, ce combat-là, qu'éventuellement, il va devenir un combat super payant pour tout le monde. Puis c'est là qu'on va le faire, ce combat-là. Puis je veux dire, est-ce que ça vaut la peine de mettre Corinne contre Jade au milieu d'une carte? Ou peut-être de faire une finale avec ce combat-là éventuellement, ou même elles vont pouvoir aller chercher plus d'argent, plus de commanditaires, plus de visibilité, plus de pourcentage de vente de billets. Il y a plein de détails comme ça. C'est facile de partir une guerre puis de dire « Ah, Stéphane, le méchant Stéphane », mais à un moment donné, je suis comme « Oui, j'ai mes défauts comme tout le monde. Je suis un gars qui est très dur en affaires, mais quand Pat dit crosser, j'ai jamais crossé personne. Oui, avec des compétiteurs, j'ai déjà fait des choses très, très borderline, aller signer des combattants qui allaient se battre pour leur titre 2 jours plus tard. Je l'ai fait. Soutirer faire des offres complètement ridicules à des combattants pour les amener vers TKO ou vers Instinct à l'époque. Au détriment de mon compétiteur, oui. Puis c'est sûr que mes compétiteurs vont tous dire « Ah, l'hostie de crosseur », mais c'est de la business, vous comprenez? Mais les gars qui se sont battus pour moi, les gars que j'ai représentés, que j'ai travaillé comme un malade mental, j'ai jamais volé un sous-noir, puis pas de côté dans ce truc-là me fait passer pour un voleur, pour un menteur professionnel, pour tout ce que vous voudrez. Puis ça, moi, je trouve ça plate. Puis Olivier Aubin, merci. J'ai eu des discussions avec Olivier. Il m'a demandé d'aller à son podcast. Je suis pas vraiment intéressé parce que il a rien dit vraiment d'extraordinaire, Olivier. Mais tu sais, je trouvais ça plate parce que c'est quelqu'un que je connais pas. J'ai pas vraiment fait affaire avec lui. Par contre, à chaque fois que je l'ai croisé, puis je l'ai croisé souvent, j'ai toujours été poli, courtois, serré la main. J'ai tout le temps été gentil avec lui. Fait que je comprenais pas. Ensuite de ça, dans ce même podcast-là, il arrête pas les deux de parler de mise en demeure, mise en demeure, mise en demeure. J'ai jamais envoyé de mise en demeure de ma vie à Olivier Aubin-Mercier. Puis j'ai jamais envoyé de mise en demeure de ma vie à Patrick Côté. Tu sais, c'est comme, comment tu peux parler comme si j'étais un freak des mises en demeure quand je t'ai jamais envoyé une mise en demeure? Est-ce que j'ai envoyé une mise en demeure à Adam Dajka quand il a dit publiquement qu'il voulait aller boxer chez Jim?
Absolument. J'ai pas le choix. Il faut que je défende mon contrat. Il faut que je le mette en demeure que, hey, tu dois respecter ton contrat. Parce que j'envoie des mises en demeure à droite, à gauche, à tout le monde. Hey, j'ai d'autres choses à faire que d'envoyer des mises en demeure. Quand j'envoie une mise en demeure, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de sérieux. Puis c'est la même chose pour tout le monde dans la vie. T'sais. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je dépense l'argent des autres. Je pense qu'il premièrement, il n'est pas mon comptable, il n'est pas mon planificateur financier non plus, mais j'ai mis énormément d'argent dans TKO. Oui, est-ce qu'on a des partenaires qui nous donnent de l'argent? Est-ce que UFC Fight Pass, c'est payant? Est-ce que nos commanditaires Bud Light, Ring Cage et tous ces commanditaires-là, c'est des commanditaires importants qui payent de l'argent? Oui, mais ils payent pour un service, donc je dépense pas leur argent. Donc, tu sais, je veux dire... C'est des commentaires comme ça que peut-être que monsieur, madame, tout le monde se dit « Ah oui, Patrick, c'est un crosseur, vous avez entendu, Pat, il l'a dit. » Mais tu sais, honnêtement, là, ce gars-là a tellement aucune crédibilité. Là. Sa seule crédibilité, en fait, Patrick Côté, c'est d'avoir été un combattant au UFC. Puis quand il va décrire des combats, oui, il a une crédibilité parce qu'il a été dans la cage, il l'a vécu, il connaît l'industrie. Mais à part de ça, ce gars-là a aucune crédibilité whatsoever. Yes, je te remercie pour ça. Sinon, à part de ça, tant qu'à t'avoir ici, on peut parler de Andy Poulos, que tu viens tout juste d'engager comme directeur des relations avec les fighters. Fait que parle-nous un peu plus de lui puis de ce poste-là, dans le fond, qu'il va occuper. Ben, ça fait longtemps qu'on se parle, moi puis Andy. Andy est à tous les événements, vous l'avez tous vu. Là. C'est un de mes amis proches depuis longtemps. Andy, c'est un gars qui connaît beaucoup le sport. C'est un gars qui est super gentil. C'est quelqu'un qui m'aide énormément depuis le retour de TKO. Puis c'est ça, ça fait longtemps qu'on parle de travailler ensemble. Mais en fait, on travaille déjà ensemble depuis un certain temps, mais on voulait avoir quelque chose de plus sérieux. Avoir un rôle plus sérieux pour lui. Puis je pense que, tu sais, avec tout le travail que j'ai sur les épaules, tu sais, je mets beaucoup d'énergie à la production des événements, je mets beaucoup d'énergie à tous les contrats, tous les moyens pour l'entreprise d'aller chercher des revenus supplémentaires. Donc, c'est important de ne pas laisser de côté les fighters. Tu sais, je sentais des fois qu'il y en avait quelques-uns qui voulaient me parler. C'était important pour eux. Tu sais, Jesse, des fois, Arnett, je donne lui comme exemple. C'est quelqu'un qui aime beaucoup parler. Puis moi, j'ai pas beaucoup le temps. Fait que, tu sais, je parlais une fois de temps en temps. Puis, tu sais, des fois, je sentais qu'il se sentait délaissé presque. Puis c'est pas ça du tout. C'est juste que je manquais de temps. Donc, je pense que c'était important d'avoir quelqu'un quelqu'un qui avait le temps de le faire, mais aussi quelqu'un qui sait c'est quoi être un fighter, qui sait c'est quoi la vie d'un athlète professionnel. Tu sais, il s'est occupé de plusieurs athlètes dans le passé. Il a participé à la promotion de certains événements aussi. Donc, il connaît la game. Donc, c'était important pour moi d'avoir quelqu'un. Puis, dans le fond, c'est une plus-value pour les fighters, dans le fond. Ça va être plus facile pour eux d'être en contact avec l'organisation TKO au lieu d'avoir juste Stéphane, son adjointe, qui sont tout le temps débordés sur 18 000 dossiers. Puis je veux faire une dernière parenthèse sur le fameux dossier de Patrick Côté, quand il parlait de crossage puis de tout ça. Tu sais, quand un combattant appose sa signature au bas d'un contrat, puis ça, monsieur, madame, tout le monde, peut-être qu'ils le savent pas, quand ils apposent leur exemple, Adam Daichka, il signe au bas d'un contrat, il va être payé 6 000 $ pour un combat. Nous, le 6 000 $, c'est pas nous qui le payons, c'est la régie. Nous, avant un événement, 30 jours avant un événement, on doit fournir à la régie les bourses des combats, les frais de licence, puis tout le tralala. Donc, le soir d'un combat, c'est pas TKO qui paye le fighter, c'est la régie. Donc, c'est impossible que TKO puisse devoir de l'argent à un combattant dans la vie. Ça se peut pas, c'est impossible. La seule argent que nous, qu'on peut devoir à un athlète, c'est des commissions sur les billets ou des bonus de performance. Les bonus de performance sont payés à peu près 30-40 jours après l'événement. Les commissions de billets, ça dépend de où est-ce qu'on fait l'événement. Il y a des salles où ça prend des mois avant que le settlement soit prêt. Le settlement, c'est voici combien qu'il y a eu de billets, voici les dépenses du building, voici combien que tu nous dois, voici combien nous on te doit. Ça peut prendre des mois. Donc, souvent, il y a des combattants qu'on leur doit un 300, 400, 500 en commission, mais ça tarde. Ça prend 3, 4 mois, mais c'est normal. Nous, on doit attendre le settlement. On doit, tu sais, je veux dire, l'argent, elle tombe pas des arbres, là, vous savez. Tu sais, on a des commanditaires qui nous payent 180 jours après un événement. Tu sais, c'est comme
Puis les combattants sont au courant de ça, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a entre eux autres qui se disent des choses, puis ça prend tout le temps des proportions beaucoup trop élevées. D'ailleurs, on a un petit peu changé notre politique à ce sujet-là pour éviter ça dans le futur, mais tu sais, règle générale, tout le négativisme vient à peu près du même groupe d'individus, puis je trouve ça vraiment plate. Je trouve ça plate, évidemment, pour moi, mais je trouve ça plate aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui ouvrent leurs médias sociaux. Eux, ils veulent des nouvelles sur TKO, ils veulent savoir qui va se battre contre qui, c'est quand le prochain événement, qui est-ce que TKO a signé. Je pense pas que les gens veulent nécessairement m'entendre moi parler contre Patrick Côté ou entendre Patrick Côté parler contre moi. En tout cas, je pense pas. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça, mais moi, c'est important pour moi. Tu sais, s'il avait dit que j'étais un ci puis un ça, je serais même pas ici en train d'en parler. Mais c'est les accusations avec des détails qui sont complètement faux qui font que c'est important pour moi d'en parler. Yes, hey, t'as parlé de Jesse Arnett, là, pis toutes les fois que j'y parle, il me demande de dire, hey, pis là, t'as-tu des nouvelles? T'as-tu parlé à Patrick? T'as-tu des nouvelles? Donc, je te le demande ici, il va pouvoir le checker lui-même. Il va-tu affronter Josh Hill, là? Ben, Jesse est la dernière communication que j'ai eue avec lui avant hier, je lui ai dit qu'on attendait une réponse de Josh Hill. En fait, j'attends pas une réponse de Josh directement, j'attends une réponse de son agent. J'ai eu une discussion avec son agent hier. Pardon, parce qu'il y a un autre combattant qui se bat de son équipe le 14 mars. Puis on a reparlé de Josh Hill. Josh, je pense qu'il s'est marié il y a pas longtemps. Donc, c'est ça, il était supposé avoir une discussion avec lui cette semaine. Donc, aujourd'hui ou demain. C'est sûr que moi, je pense que les deux viennent de perdre un combat. Leur dernier combat, Josh a perdu contre Lapillus, puis Arnett a perdu contre le champion Manus. Donc, je pense que le moment... Tu sais, c'est sûr que le moment idéal de ce combat-là, ça aurait été quand les deux auraient gagné. Mais bon, la situation fait qu'ils ont perdu. Donc, je pense que dans les circonstances, c'est quand même le meilleur moment de faire ce combat-là. Je sais que Arnett le veut. Je sais que il veut définitivement. Josh le voulait avant qu'il perde contre Manus, donc c'est pour ça qu'il a finalement affronté Lapillus. Mais honnêtement, la vraie réponse, c'est que j'ai pas eu de réponse de David Arvello, qui est le gérant de Josh Hill encore. Mais j'espère, si tu me demandes, moi, qu'est-ce que je veux, c'est 100 millions de %, je veux Hill contre Arnett le 12 avril. Yes, puis juste de même, là, un gars s'essaye, t'as pas eu la chance de dire c'était où le TKO 47 là, à l'émission de radio, t'étais pas là, tu t'es fait remplacer par Mick Dufort. Moi j'ai ouvert ma radio, j'ai entendu Mick Dufort, fait que je me dis ouais. Il paraît qu'il a fait une bonne job en plus. Ouais, il est bon, Mick, il est super bon, Mick. Mais non, j'ai été tellement malade d'ailleurs, c'est pas fini, vous m'entendez ma voix un peu. Mais j'étais tellement sur le carreau mardi, d'ailleurs, puis il y a eu la tempête en plus, mais j'étais surtout sur le carreau. Puis non, je sais exactement où va être l'événement. Fait que c'est où? Par contre, je peux pas l'annoncer. Le contrat est signé. Il y a juste une petite particularité à vérifier avec le building. Quand on va l'annoncer, vous allez comprendre quelle était cette particularité-là. On va juste s'assurer que tout va bien se faire. Puis je te promets que on est quoi aujourd'hui? On est jeudi. Ouais, on est jeudi. Prochain, on se reparle. Puis je vais te dire exactement, tu vas déjà savoir où va être l'événement rendu là, mais je vais t'expliquer quelle était cette particularité-là. Puis quand les gens vont regarder le plan de la salle, ils vont bien comprendre que de la manière comment vont être placés les sièges au parterre, ils vont comprendre qu'il y a une particularité. Puis ça, c'est pas encore... on attend des réponses d'ingénieurs à ce sujet-là, imagine. Bon, ça veut-tu dire que c'est dans une place qu'on n'a jamais été encore, ça? Ça ressemble à une place qu'on n'est jamais allé encore. C'est bon, ben, je vais prendre ça. Je te remercie pour le temps, Stéphane. En fait, c'est faux. On est déjà allé. Ouais, ok. Bon, ouais, on est déjà allé. Depuis le retour de TKO. Ouais, excellent. Parfait, c'est bon. Génial, on prend ça en note. Je te remercie pour le temps. Super le fun. Puis on se reparle. Merci, bye. Yes, bye. Salut tout le monde, on est là aujourd'hui avec quelqu'un que je dois vous avouer que j'avais excessivement hâte d'avoir la chance de recevoir sur le podcast. Et puis c'est aujourd'hui que ça se réalise pour moi. Je suis vraiment content d'avoir Yoni Sherbatov en ma présence. Comment ça va, Yoni? What's up? Merci pour l'invitation. Moi aussi, j'avais hâte que tu m'appelles pour qu'on puisse discuter ensemble. Yes, puis c'est aujourd'hui que ça se passe, je suis vraiment content. On a plein d'affaires qu'on va pouvoir jaser ensemble, notamment de ton combat qui s'en vient, de plusieurs choses. La première affaire que je me demande depuis un petit moment, je me dis, mais ça a été long
avant qu'on l'aille, Yoni, tu sais, qui signe avec TKO, puis à tout bout de champ, t'es là, puis on écoutait la voix des guerriers, puis là, Stéphane dit, ah ouais, là, Yoni, là, ça s'en vient, là, on va booker ça, puis là, boum, il se bat à ACB, genre, puis là, boum, il se bat à, mettons, pour groupe Yvon Michel, dans un ring, puis plein d'affaires, fait que, qu'est-ce qui a été si long, man, qu'est-ce qui a pris tant de temps avant qu'on puisse finalement t'avoir avec TKO? Négociation, c'était vraiment, ce qu'on m'a offert, on me donnait comme, au niveau monétairement parlant, on me donnait un montant assez intéressant ailleurs. Mais cette fois-ci, Stéphane a pu matcher et en même temps même faire mieux que les autres organisations. Donc pour moi, ça a été c'est ça qui m'a fait vouloir venir dans le TKO, puis en même temps me battre devant mes partisans au Québec. Ça a été aussi très important. Je suis proche de ma famille, ça me tentait plus de voyager. Je ne plus aller en Italie, en Europe. En réalité, je suis pas à l'Italie parce que je suis parti en Italie. Mais c'est ça. Ça, c'était les raisons pourquoi c'était important c'était monétairement et en même temps la visibilité. Stéphane est capable de me donner la visibilité que je cherche. Cool. T'as vécu l'expérience ACB, si on peut dire ça ainsi. Ça a l'air d'être une drôle de place. Parle-nous un peu de cette promotion-là, parce que, écoute, tu sais, ils ont des belles cartes, ils ont des bons fighters pis tout, mais c'est bizarre, les combats changent tout le temps, les places changent tout le temps. Là, je pense qu'ils ont même plus le même nom, là, c'est rendu ACA. Ça a l'air drôle, fait que j'ai toujours voulu avoir l'impression d'un fighter, justement, qui s'est battu pour cette promotion-là, donc... Je te donne un exemple. Mon combat en Italie, c'était dans une arena avec 0 personne. Il y avait personne. On parlait d'une arena aussi grande que Place Belle. Il y avait personne, littéralement personne. Eux, ils s'en foutaient. Là. Pour eux, c'était pas important. C'était pas important qui allait venir voir le combat. C'est pour eux, c'est faire un contenu pour, je sais pas, peut-être il y avait un site internet qui diffusait les combats de ACB. En réalité, je connais pas leur business, j'ai aucune idée, mais pour moi, ça, c'était un gros choc. Ils nous ont fait asseoir après mon combat en avant pour que quand ils filment avec leur caméra, pour que ça paraisse qu'il y a du monde. Il y avait littéralement personne. Ça, c'est un. 2, ils ont changé mon adversaire à 1 semaine et demie de mon combat. Ça allait canceller, pas canceller. Ils sont un petit peu partout. C'est dur à communiquer avec eux. Ils payent très bien. À la fin de compte, beaucoup de monde vont aller avec ACB, là c'est ACA, parce qu'ils payent bien, puis il y a des gros combats, mais c'est du monde qui sont ou c'est leur début ou c'est vers la retraite. C'est entre les deux. Il n'y a pas le juste milieu, là. C'est comme ça que j'ai remarqué. J'ai trouvé ça un peu étrange dans ce point-là. Donc, c'est ça. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose, ok, c'est bon. J'ai eu peur, ben 30 secondes, je voyais plus ma petite barre rouge dans l'eau, j'étais là, ça enregistre ça, mais ça enregistre, on est en business. Mais, ouais, écoute, moi j'ai comme, tu sais, je le sais pas ce qui se passe, ni rien vraiment, là, mais j'ai comme l'impression que c'est juste que les gens qui runnent cette promotion-là ont comme, genre, beaucoup d'argent un peu à dépenser, mettons, si on veut le dire ainsi, là, si je veux pas rien impliquer d'autres, là. Puis c'est ça fait juste que ça donne ils payent cher leur monde, mais c'est encore, c'est comme le ACB à Montréal et tout, je sais, il y avait un peu plus de monde, t'as eu, mais il y a beaucoup de billets qui se sont donnés, tu sais, à la fin, pis la carte a fini à 8 combats, fait que tu sais, tu vois vraiment, que c'est une drôle de place, c'est sûr que les gens étaient je te dis, juste assez de discuter avec eux, c'était pas évident. Moi qui parle bien le russe, puis je suis capable de communiquer, on se comprenait pas, avec le matchmaker, on avait la difficulté de s'entendre, je voulais savoir quand est-ce que j'allais me battre, puis il me répondait pas pendant des semaines, puis ok, tu te bats dans un mois. Oh ouais, dans un mois, j'ai qui? Il me donne un nom. Puis les gars qui ont des fiches de 8-1, 10-2, c'est des grosses fiches, là, c'est des bons combattants, mais que t'as aucune idée de où ils viennent, puis t'as aucune vidéo sur eux, c'est
C'était pas... écoute, c'est une belle expérience. Une chose que je veux te dire, là, il faut vivre ça pour comprendre c'est quoi. Parce que c'est même pas... Je peux bâcher toute organisation. Je me suis battu dans différentes places, dans l'organisation. Puis pour moi, toutes ces organisations-là m'ont appris plusieurs choses importantes dans la vie. C'est d'être prêt en tout temps. Il n'y a pas de 2 mois de camp. C'est toute l'année, tu dois être prêt, entraîné mentalement, physiquement, parce que tu peux être surpris par les surprises qui peuvent t'amener. Mais ouais, quand tu dis ça, ça me surprend pas, parce que même le Brésilien là, que t'as pogné, là, que t'as sorti un esti flying patente, là, sur Sherdog, je pense qu'il y a même pas le même nom que sur Tapology, pis là, t'es genre, gros, c'est qui ce gars-là? En plus, c'est un Silva au Brésil, t'es genre, tu sais, c'est qui ce gars-là? Comment tu fais pour, genre, le suivre, après le tracker, savoir comment, tu sais, tu peux pas le savoir, même. On avait 4 jours pour l'analyser. Puis on avait premièrement, on avait un autre qui faisait même pas de sens. On regardait la vidéo, c'est pas lui. Puis oh non, on s'est trompé de gars. Après ça, on a trouvé le bon adversaire, les bons vidéos. Puis sur les vidéos, c'est des vieilles vidéos au Brésil. Il y avait de la difficulté de se tenir debout. T'arrives au combat, c'était un autre gars massif. On dit, mais non, attends une minute, c'est-tu ce gars-là contre qui je suis supposé de me battre? Puis en fin de compte, c'était lui. Il m'a surpris. J'ai attrapé sa jambe, puis il m'a tiré dans un triangle choke. Écoute, c'est une chance sur 1000, mais c'est d'arriver. C'est ça qui est le fun. C'est ça le sport. Le sport, c'est le sport de combat, là, de MMA, en passant pas de un sport qui peut te surprendre. Ah, ça c'est sûr. Puis pour vrai, moi j'étais un gars qui check ben gros les prospects, là. C'est de quoi qui me fascine. J'essaie de checker, tu sais, mettons, c'est quoi comme les courbes de développement un peu. Là. Quand un combattant, là, tu vois vraiment qu'il est rendu à son pic, au meilleur de ses habiletés, puis qu'il s'améliore pas vraiment beaucoup de combat en combat, mais que sa game est de plus en plus complète, puis c'est où ça en va, puis tout. Puis la majorité des bons prospects ont souvent une défaite avant d'arriver à leur top. Pis c'est souvent un esti de défaite par soumission bâtard, là, tout le temps. Tu sais, t'avais comme Tom Duquesnoy, le français, avant d'arriver dans l'UFC, il y avait juste une défaite. C'est un esti de Darce choke bizarre sorti de nowhere. T'sais, souvent, là, c'est comme, j'écoute justement 2 gars sur The Bloody Elbow qui parlent un peu de ça, pis tout, pis ils appellent ça le typical prospect loss, là, vraiment, genre, un combat pis là, bang, si t'as sorti une soumission out of nowhere, t'es genre, ok, what the fuck happened, pis après, ça continue, pis c'est un peu comme si c'était jamais arrivé, tu sais. Mais écoute, pour moi, c'est arrivé, là. En rentrant à la maison, je le savais que c'était arrivé, mais je comprends ce que tu veux dire. Même après, j'ai discuté avec Silva puis ses entraîneurs. Il disait, écoute, ça allait vraiment pas bien pour moi. Il me disait, chaque point que tu me lançais, j'avais mal, puis comme oui, j'étais gageais, j'arrivais, là, je me préparais. En tout cas, c'était drôle. Je l'ai félicité, là, c'était un excellent. Ouais, mais c'est ça. En guard du triangle, c'est énorme. Exact, mais tu sais, comme ça, comme je dis, comme si c'était pas arrivé, c'est dans le sens que c'est pas de quoi que tu dis, oh shit, tu sais, il vient de se faire soumettre, là, ça veut vraiment en dire beaucoup sur lui, tu sais, des estis de flying triangle de même, où bang, tu te fais passer un esti de choke bizarre, là, ça arrive à tout le monde, je dis pas, tu sais, les genres de défaites que t'es là, oh, ok, je vais prendre ça en note, pis tu sais, je vais me rappeler de tout ça. Bien que, ça peut être notre lead-in pour le combat de Malcolm Gordon, parce que j'ai eu la chance de lui parler, pis lui, il a semblé en prendre note de ce moment-là. Pis il m'a dit quelque chose dans les lignes de... Il s'est fait soumettre out of nowhere, pis c'est pas mal ça, ma game, donc il s'attend pas mal à ce que ça se reproduise dans son combat, étant donné son style, fait que je me demandais qu'est-ce que t'en penses. C'est normal de sa part de penser ça. Écoute, puis je le comprends, c'est son style, c'est un gars de jiu-jitsu brésilien, même que je trouve que il a quand même un très bon stand-up. J'aurais voulu voir un show entre moi puis lui, puis je veux montrer aux fans, un spectacle. Mais si, il pense à me soumissionner en utilisant cette idée-là, c'est bien pour lui. C'est excellent. Même que le fait que c'est bon pour lui, c'est encore mieux pour moi. Le fait que je suis prêt à... Lui, il pense que je suis à la maison à faire juste de la boxe ou du Muay Thai ou de la lutte. On travaille le jiu-jitsu,
de mon côté, j'ai appris par mes erreurs. Puis si lui va se baser sur une soumission de ce genre-là, c'est bien, mais c'est très bien. Qu'est-ce que je te dis, ça peut être son pire ennemi cette soirée-là, parce qu'il va être surpris. Le fait que je suis fort physiquement, je suis agile au sol, je veux dire, je suis pas un white belt jiu-jitsu brésilien, ça fait des années que j'en fais, préparé à différentes positions, de la garde, half guard. Il va être surpris. Il va être surpris parce que on travaille aussi sur ses forces à lui, là. Ouais. D'ailleurs, félicitations pour ta black belt. Vous l'avez pas mal lu en même temps, là. Je trouve ça drôle. Mais moi, mon read un peu sur ce combat-là, je pense autant au sol que debout, c'est qu'on a un combattant qui est comme vraiment très agressif, limite reckless, contre quelqu'un qui prend vraiment plus le temps, genre, de penser où c'est qu'il veut s'en aller, puis qui travaille pas mal plus un game plan dans cette fonction-là. Tu sais, dans tes combats, je t'ai rarement vu prendre des décisions d'épais, genre, parce que là, mettons, je viens de manger un bon coup, fait que là, tu sais, je veux lancer coup pour coup, ou des affaires de même, puis lui, tu sais, on l'a vu se fâcher un peu contre Dimitri quand ça allait pas, tu sais, comme il voulait debout. Ouais, on l'a vu, il est super agressif au sol, puis c'est ça qui fait qu'il est bon quand il se bat contre une purple belt, tu sais, c'est sûr que t'sais, Jordan Graham, c'est un super bon grappler, là, j'enlèverai pas ça, il a quand même school James Clark au sol, pis ça, j'étais surpris, mais quand t'as une black belt qui est quand même expérimenté, qui se bat contre une mauve, qui se fait prendre dans une mauvaise position quand lui il est sur le top, ça se peut que sa réaction soit pas aussi bonne que quelqu'un d'autre qui est une autre black belt qui est habitué d'être sur le top dans des situations de même, parce que ça fait des années qu'il roule. Tu l'as bien dit, je pense que aussi l'expérience va jouer un grand rôle aussi dans la cage. Puis j'ai un caractère que peut-être les gens ne le voient pas, mais pour moi, un coup de poing dans ma face, j'ai envie en redonner deux. C'est que je suis de ce genre-là aussi. J'adore la compétition. Je suis agressif de base, de nature, je suis comme ça. Dans un moment où je vais me sentir agressé de sa part, je vais pas simplement le lancer, mais je vais lancer mes coups pour le blesser. Tu sais, c'est ça, depuis que je suis jeune, on m'a inculqué ça dans ma tête. Donc, tu l'as bien dit, je pense, dans mes combats, j'ai un game plan, je pense, je vois, mais chaque fois que je lance, c'est pour blesser. Il y a pas de grand coup de poing comme contre Zach Makarski. Puis tous mes autres combats, tous mes coups ont été calculés, lancés dans les moments précis, que ce soit dans mon Ultimate Fighter contre Shelton. Je pense que c'est là où il se trompe sur moi, si lui, il analyse sur ma défaite, il se trompe que moi, en tant que tel, comme personnage dans une cage, je calcule chaque mouvement et je suis patient, confiant, relax en même temps dans les mauvaises situations. Puis ça va jouer contre lui. Ouais, c'est ça. Tu penses justement que c'est peut-être ça le point qui fait virer ce combat-là à ta faveur? Le fait que t'es plus calme dans les mauvaises situations que lui. Des fois, on dirait, je sais pas, je l'ai vu avoir des mauvaises réactions une couple de fois. Là, pis c'est ça qui me fait penser que je t'ai jamais vu toi vraiment t'énerver dans un combat là, oh non ça va mal, puis là, prendre une mauvaise décision parce que ça va mal, puis on est un peu sous l'effet de la panique là, ça arrive des fois quand t'as un peu moins d'expérience, mais c'est ça, je t'ai pas vu avoir ce genre de comportement là du tout en combat, puis précisément contre Dimitri, je l'ai vu un peu se fâcher pis tout, fait que j'ai l'impression que selon mon read du combat, c'est peut-être un peu là le tipping point, là. C'est peut-être un peu là que ça va ça se peut, mais on regarde, on sait, il est, comme tu l'as dit, très agressif, il va lancer des coups de poing, il va vouloir courir vers moi, même qu'il y a des chances qu'il va vouloir coller à moi pour m'amener au sol. Ben c'est toutes des choses ce qui est fun, c'est qu'on a une belle équipe, une belle préparation. C'est préparé dans toutes ces situations-là. On se met dans différentes positions qu'il peut lui faire dans le combat. Puis on pratique pour avoir de surprises dans la cage cette soirée-là. Yes. On a parlé de ça. Je le sais que vous aimez pas ça regarder trop en avant. Là, puis je veux pas vraiment faire ça. Je me demandais juste c'était quoi tes plans à court et moyen terme pour l'année 2019. T'sais, juste en termes d'activité, t'as-tu quelque chose d'établi ou tu vas peut-être un peu y aller with the flow? Je vais aller combat par combat. On va commencer avec celui-là. Après ça, je vais aller à Cuba avec la famille. Bah, c'est important ça.
C'est très important, ça. Écoute, j'ai des grands plans dans ma tête, hein. On a tout le monde, même toi de ton côté, t'as des plans pour 2019, mais vraiment, il faut regarder étape par étape, ce qu'on a devant présent, ce qui est actif, c'est quoi? C'est mon combat le 14 mars, c'est le 16? 14 mars. 14 mars, ça a été changé, oui. Donc, 14 mars, après la victoire, on va regarder de là, c'est où je vais aller. C'est sûr qu'il y a plusieurs combats, plusieurs challenges, différentes catégories. Il y a 135, ça aussi c'est intéressant. Écoute, j'ai un beau contrat avec Stéphane Patry, donc ce contrat-là m'oblige à faire face à des bons combattants qui vaut la peine, parce que je pense pas que Stéphane va me donner des combattants facile, puis je cherche pas des combats faciles, puis pour cette raison-là, j'ai hâte. Après ce combat-là, on va voir. Il y a plusieurs choses, plusieurs surprises. On va s'en parler après le combat. Yes. Non, ça, c'est sûr que dans TKO, là, faut donner ça. Il n'y a aucun combat facile depuis le retour. C'est vraiment du très bon calibre. Puis les cartes sont bien balancées. T'as les gars qui ont moins d'expérience contre des gars qui ont moins d'expérience. Une fois de temps à temps, tu vas avoir, tu sais, des différences de fiches, mettons, là, un gars qui a vraiment plus d'expérience que l'autre, mais c'est toujours dans des cas que le gars qui a le moins d'expérience, on le juge quand même prêt à avoir ce step-up-là. Fait que pour le retour de TKO, là, vraiment des bons match-ups super bien matchés. Fait que c'est excitant de savoir que 135 est tout ça une option pour toi. Je pense que c'est une division... Même 145. Ouais, je penserais pas que t'ailles te battre vraiment contre Charles, là, mais... Non, c'est mon boy, Charles. Ouais, je le sais, non, c'est ça. Je sais qu'il m'écoute, après ça, il va m'écouter, là, je fais exprès. Non, mais on va revenir sur Charles, c'est sûr que je l'avais à quelque part dans mes sujets. Je voulais juste savoir, justement, on en a parlé un peu, ça a été reporté, c'était supposé être en fin de semaine, là, je sais que ça sera peut-être pas nécessairement diffusé en fin de semaine, le podcast, là, ça va peut-être être l'autre d'après pour ton épisode, mais bref, au moment où on enregistre, c'était supposé être en fin de semaine, le combat. Finalement, c'est au mois de mars. Comment ça t'affecte? Comment tu vois ça? Le problème avec des cancellations de ce genre-là, ça m'affecte à 100% à cause que ça affecte le monde alentour de moi. Tu sais, moi en tant que tel, je connais pas les autres combattants, c'est pas les problèmes avec les autres, là, mais moi en tant que tel, tu sais, j'ai une famille business, c'est dans ce point-là qui me dérange. Tu sais, parce que c'est une préparation, ça. C'est pas donné. Écoute, ça faisait plus que 8 semaines que je me préparais. J'ai créé un camp d'entraînement. J'ai fait amener une nouvelle équipe avec moi, qui est avec Richard. Donc, tu sais, tout ce mélange-là, la cancellation a été décevant, pas uniquement pour moi, mais le monde alentour. Ça pénalise ma famille, ça pénalise ma business, ça pénalise moi. Alors, écoute, on tourne la page, on avance en avant. Je suis sûr que Stéphane Patry va s'occuper de nous comme les athlètes. J'en suis sûr. Puis de là, on se concentre au 14 mars. Tu sais? Yes, ouais. C'est sûr que côté, moi quand j'ai appris ça, c'est ça que j'ai trouvé vraiment le plus plate, c'est pour vous les fighters, parce que tu sais, je le sais que votre vie au grand complet tourne alentour d'une date là que vous avez dans la tête pendant, tu sais, comme tu l'as dit, 8 semaines, puis tout est planifié en fonction à ce que tu sois à ton meilleur à cette date-là. Puis là, bang, c'est plus cette date-là, c'est rendu à une autre date, là, faut replanifier, faut recalibrer. Là, tu sais, t'es notre crédibilité, tu sais, je pense à ça, t'es en train de dire ça, mais aussi notre crédibilité est importante, tu veux vendre des billets, tu veux que les gens viennent te voir, puis d'un coup, ça cancelle, le monde qui ont acheté, ils sont pas contents, puis là, ben, tu dis, écoute, je me bats le 14, là, les gens sont excités, mais est-ce que vraiment ça va être le cas? Est-ce que c'était, le monde commence à se demander des questions. Déjà que, ici au Québec, c'est une province, excuse-moi, c'est une province de hockey que, et nous, le monde qui, notre business à nous, qui est le business de combat, les gens sont pas aussi intéressés. Tu sais, on essaie de faire notre mieux pour que les gens ils adorent ce qu'on fait, qu'ils nous suivent et adorent ce qu'on fait. Donc déjà là, c'est quand t'as des situations qui sont
Bon, c'est pas ça, c'est pas la faute de Patrice, c'est une situation qui arrive, faut vivre avec, mais c'est juste ça pénalise notre crédibilité, puis c'est ça. Ah, c'est vrai que ça tu sais, je me suis fait te demander des drôles de questions, là, depuis le report, là, pour vrai, tu sais, le monde sont là, tu sais, à cause de ta page, tu sais, tu dois avoir un peu d'infos, puis là, ça me demande, c'est telle affaire, c'est telle affaire, c'est ci, puis là, je chante, tu sais, je sais pas, man, posez pas trop de questions rendues là. Moi, je le sais pour un fait qu'il y a un paquet de monde qui s'est blessé, tu sais, sur cette carte-là, puis il y en a beaucoup, c'était pas majeur, mais c'était des affaires que ça allait faire chier de soit aller se battre blessé ou soit d'avoir à canceller le combat pour ça quand t'as du monde que... Fait que, tu sais, c'est comme t'as dit, c'est pas de la faute à Stéphane, c'est malheureux, c'est arrivé de même, puis ça va peut-être être pour le mieux, parce qu'ils ont rajouté quand même des beaux petits combats sur cette carte-là, puis je pense que on va réussir à peut-être amener plus de monde aussi dans le centre Vidéotron ce soir-là, puis au final... tu sais, si la carte deliver comme toutes les cartes de TKO ont deliver, je pense qu'au final, on va comme un peu oublier ça. Mais c'est sûr que là... Ah, c'est sûr, les gens vont l'oublier. On oublie tout. Ouais, c'est ça. Mais là... on oublie tout. C'est comme ça la vie, hein. Ouais, non, c'est ça. Les gens ont une courte mémoire. Mais là, c'est sûr que dans le moment... Tu sais, comme là, ça se posait dans la fin de semaine, comme j'ai dit, il y a 2 minutes. Fait que là, c'est sûr qu'en ce moment, les gens ont plein de questions. Puis on a peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions qu'on voudrait. Mais écoute, regarde, c'est ça qui est ça, pis qu'est-ce que tu veux, man? Moi, comme je vous ai dit, je trouve juste ça plate pour vous autres qui essayez de piquer pour une date, pis là, ça chie tout votre camp, pis ça... T'sais, comme toi, tu bring in du monde, pis tout, pis là, en tout cas... C'est ça qui arrive. C'est malheureux, mais c'est ça qui arrive. On va pas, s'attarder là-dessus, pis dire, ah, c'est plate, pis non, on va continuer à vivre, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure des affaires. En parlant d'une autre affaire qui est pas la meilleure des affaires, m'a dit... qu'est-ce qui se passe avec les flyweight, man, dans l'UFC? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais, écoute, Henry Cejudo a fait un petit comment sur Dustin Ortiz qui se fait couper. Il se fait enlever du roster, du flyweight. Puis là, moi, j'ai eu un insight que non. Écoute, c'est vraiment étrange. Le problème, c'est que le flyweight ne génère pas assez d'argent en Amérique du Nord. On était en Asie, premièrement, le sport de combat en Asie, il y a un différent respect alentour des arts martiaux. C'est un autre monde. Là-bas, il n'y a pas de trash talk, c'est vraiment, on fait notre travail, on fait notre job, la promotion va s'occuper à promouvoir. Ici c'est pas au Québec, mais en Amérique du Nord, c'est nous qu'on va chercher se faire connaître avec des insultes, tu sais, un style différent. Parce que en Ultimate Fighter, il y avait Hero, son nom c'était Hero. Il était dans la même que moi, le japonais. Ouais, Hiro Musa, Ojibuko, là, est vraiment très bon, lui. Ouais. Juste un autre monde. Différent respect, et on se parlait tout pendant les 6 semaines que j'étais là-bas. C'était une des personnes que je m'entendais super bien avec. Puis là, tu regardes de l'autre côté, c'est tout du monde trash talk, ailleurs, boit l'alcool, sauvage. Puis, pour en revenir avec le flyweight, le problème, ça génère pas assez d'argent. Tim Elliott avait fait un bon point dans ce show-là. Il a dit, le problème, c'est que la personne qui est de l'autre côté en train de nous regarder se battre, souvent, en Amérique du Nord, c'est des 6 pieds, des travailleurs dans l'agriculture. Il parlait des Américains. C'est du monde qui boit de la bière, qui comprennent pas le sport. Puis la première chose qu'il dit, moi, je suis capable de le knocker, ce gars-là. Moi, là, avec mon poids de 200 livres, je vais m'asseoir sur lui. Pourquoi? Parce qu'on est 125 livres, on n'est pas intéressant. Oui, écoute, notre technique, notre manière de se battre, on peut apprendre, on peut enseigner ça au heavyweight, comment il faut se battre. C'est juste qu'on est moins impressionnant physiquement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand j'étais à Greg Jackson, j'étais à côté de Overeem. C'était un monstre. Il y a comme 2 têtes plus grandes que moi, avec la main qui part d'ici. J'étais aussi à American Top Team, il y avait Bigfoot Silva. Ouais, ça en est tout et tout, là. Sa tête fait mon corps. Ouais, c'est ça qui tu te promènes dans la rue, la première chose qu'ils vont regarder, c'est pas son enfant qui est moi, ils vont regarder lui, là.
Non, c'est évident. Puis tu sais, écoute, je vais faire une petite analogie. Là. Moi, j'ai bien des amis qui aiment la lutte, là, la WWE. Puis ils ont une division Cruiserweight là, qui est 205 livres et moins. Là. Et puis ça non plus, ça pogne pas parce qu'ils sont petits puis ils font des flips pis tout. Je le sais pas, c'est quoi qu'il y a en Amérique du Nord contre le monde qui sont moins gros. Pis on s'entend qu'à dans la WWE, quand tu fais 6 pieds pis 200 livres, t'es un petit, là. T'es un nain, littéralement, là. Mais c'est juste l'impressionnant. Pour moi, quand je regarde du monde qui est au-dessus de 6 pieds, parce que je suis pas très grand, je suis comme, oh mon Dieu, c'est qui cette personne-là? C'est normal. Il y a plein de monde grand, même en Amérique du Nord. Va en Asie, ils sont tous de ma grandeur. Ouais, exactement. Mais pourtant, tu mais tu sais, pourtant, c'est ça, autant les flyweight attirent pas nécessairement les foules, autant tout le monde qui connaît ça, c'est probablement une de leurs divisions préférées. Puis, tu sais, justement, que Dustin Ortiz s'est fait couper ou peut-être pas, c'est étrange, mais son combat avec Joseph Benavidez, c'était un des deux meilleurs sur la carte de UFC on ESPN1. Tu sais, donc, c'est tout le temps ça. Puis ce que je trouve étrange, c'est que oui, t'as l'air de te faire cut après un loss dans cette division-là, mais juste pas plus tard qu'en fin de semaine, il y en a un nouveau là, qui rentre dans l'UFC après le contender, pis tu sais, ouais, Kai Kara France, mais il se bat contre comment il s'appelle ceci-là, j'ai son nom de titre là d'un peu. Rolian Paiva, c'est un Brésilien, il est 18-1, il est allé au contender Brésil, là, il a gagné, puis ils l'ont signé, fait que là, lui, il fait ses débuts UFC à 125 livres, fait que c'est comme, on dirait, il signe encore du monde, mais il coupe des top 10 fighters, fait que c'est littéralement à rien y comprendre. Moi, ce que je me demande, j'aimerais regarder, il se battait dans quel poids avant. S'il était un gars de 135 qui coupe à 125, ça peut être des chances qu'avec le temps, ils vont juste les shifter avec une catégorie plus haute qui va être le 135. Je sais pas, hey, écoute, ça c'est bulle, là, j'ai aucune idée. Moi, je sais même pas. Ce que je pense qu'il va arriver, là, peut-être pas cette année, mais dans les prochaines années, nécessairement, 125 va disparaître. Ça, j'en ai aucun doute, mais ça va être parce qu'il va y avoir les nouvelles divisions. Puis, ils vont sûrement rajouter de quoi comme... Moi, j'aimerais ça que 170 monte à 175, qu'ils rajoutent 165. Rajoute rien en haut de ça parce qu'il y a pas assez de monde puis c'est dégueulasse le calibre, mais juste le fait de rajouter 165, tous les plus gros 155 vont monter là. Les plus petits 155 vont rester à 155, mais vont aller se battre avec les plus gros 145, les Max Holloway, les Habit, là, ce monde-là qui a aucun bon sens de se battre à ce poids-là. José Aldo. Ouais. Ce qui va faire que les plus gros 135 vont monter à 145, aller se battre avec les 145, puis les plus petits 135 vont rester là, puis toutes les flyweights vont monter. Toutes les flyweights vont... 100%. Même mon adversaire... Malcolm, c'est un 135, là. C'est pas un 125. C'est ça qui est une réalité. On essaie d'être the bigger man dans la cage. Mais le problème avec nous qui est les flyweight, on n'intéresse personne en Amérique du Nord. Écoute, ici au Québec, c'est différent parce que je suis maintenant avec TKO puis je vais faire un show comme vous avez jamais vu. Mais le reste, c'est ça. Le reste, c'est ça. On espère que ça va se changer puis ça va aller au meilleur. Je pense qu'avec les nouvelles divisions, il y a des bonnes chances que ça change parce qu'entre vous et moi, TJ Dillashaw, il ira pas se battre à 145, tu sais. TJ Dillashaw, c'est ça, lui, Garbrandt, tu sais, ça se bat pas mal tout au même poids que les flyweight dans la cage, là. Donc, tu sais, il veut pas ces gars-là. Oui, c'est pas les plus gros pay-per-view de Raw, mais oui, il vend 100 000 pay-per-view de plus que Demetrius Johnson. Ce qui fait aucun esti de bon sens, là. Je pourrais genre chialer là-dessus pendant 1 heure, mais c'est de même que ça marche malheureusement. Donc, donc c'est ça. On va arrêter de parler des affaires qui sont plates. On va parler de quoi de vraiment le fun. De quoi que tu vas faire partie, assurément, vu que c'est ton boy. Charles Jourdain contre Jesse Ronson. Gros combat, hein? Aïe, aïe, man. Ça, ça représente tellement bien Charles, pis la manière que je perçois Charles en général, le fait de... C'est un malade, ce jeune-là, man. C'est juste un malade. Il fait juste tout le temps... Il step back de rien. Non, c'est tout le temps de plus en plus haut. Pis tu sais, Alex, comment tu veux pogner quelqu'un de plus tough qu'Alex Morgan sur la scène québécoise dans ces poids-là?
je pense qu'il y a juste littéralement Jesse Ronson qu'on peut peut-être considérer comme étant ça. Puis c'est exactement à lui qui va pogner. Donc c'est un esti de malade ce jeune-là, mais comment ça va se passer côté préparation, puis comment tu t'attends à ce que ça se déroule ce combat-là? Premièrement, il a pris de la masse, donc déjà là, il a plus de l'air d'un petit 155, il est pas mal plus costaud qu'il était. Ça, c'est une bonne chose. Il est focus, il est mentalement, il est tout le temps, depuis que je le connais, écoute, je le connais pas personnellement comme des entraîneurs qui sont avec lui depuis 10 ans, mais ces derniers temps que je le côtoie, ça fait peut-être encore 1 an et plus, je suis mauvais avec les dates, là. Ce que j'ai beaucoup remarqué de lui, il veut apprendre, il est tough mentalement, puis il a pas peur de rien. Quand je l'ai vu se battre contre Alex Morgan, il m'a impressionné. J'ai comme boum, boum, tac, tac, spinning. J'ai comme, c'est qui ce gars-là? Mais bon, tu sais, il show up aussi dans la cage. Il va surprendre, il va surprendre le monde entier avec son style parce que il est pas prévisible, il est unpredictable. Unpredictable. Puis avec son jiu-jitsu brésilien, s'est amélioré. Sa lutte, il est fort physiquement, il comprend la lutte mieux qu'avant. Le plus important, c'est de le comprendre, puis là, il le comprend. Son striking, il est dangereux. Oh man, il y a des chances qu'il knock Jason, ouais, écoute, moi, c'est Charles, ce qui me fait le plus capoter, tu sais, c'est que tu dis, il prend de la masse, pis tout. C'est normal, esti, t'as-tu vu, il a quel âge, ce jeune-là? Mais il est à l'âge où tout se fait facilement, tu sais, prendre de la masse, tu t'entraînes un peu, pis bang! En plus qu'on s'entend que ce jeune-là est né dans une fontaine de génétique différente que la majorité des gens, à la base, pis il y a un esti de mindset de malade mental, comme j'ai rarement vu personne, pis aussi, ce que j'apprécie vraiment de Charles, c'est que c'est un de ceux qui fait vraiment les arts martiaux dans sa forme pure. Il fait beaucoup de gi. Il lutte, mais il lutte comme de la vraie lutte, comme on ferait du freestyle wrestling, olympique. Oui, il fait du MMA wrestling, mais il fait de la vraie lutte, fait du jiu, fait beaucoup de gi. Fait que j'aime ça, justement, voir quelqu'un qui s'investit pleinement dans les... Il veut avancer. Tu l'as bien dit, il veut avancer, puis la seule manière d'avancer, c'est séparer les aspects que la lutte, le jiu-jitsu brésilien à sa pure forme, puis il le fait, puis il comprend. Tu sais, du monde à son âge, des combattants qui sont tête dure, puis ils se concentrent uniquement à faire du MMA. Lui, c'est différent, il veut s'améliorer, puis il a décidé de venir faire de la lutte, changer d'équipe de jiu-jitsu brésilien, faire, comme tu l'as dit, Guy, vraiment chercher les détails dans chaque sport qui sont nécessaires pour être bon dans la MMA. Parce que quand on y va dans le haut niveau, il y a des gars qui, leur base, exemple, c'est des champions de mon côté, que Henry Cejudo, qui était champion olympien. Tu peux pas être average lutte. Il faut que tu sois un bon lutteur. Il faut que tu saches comment défendre du sprawl. Puis lui, Charles, ce qu'on remarque, c'est qu'il veut apprendre, puis il apprend bien. Il apprend bien, puis il suit les bons conseils, puis il va être un des tops. Il va être un des tops dans le monde. Ouais, pis ce combat-là contre Ronson, pour vrai, les gens vont... Écoute, moi, Ronson, je l'adore, là. Je me cacherai pas de ça, c'est un de mes combattants préférés, ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps que je l'écoute se battre et tout. Puis Charles, il y a des petits aspects dans sa game en particulier que je me dis, aïe, c'est dangereux pour Jesse, ça. Parce que Jesse, c'est un gars qui aime récolter de l'information avant de se mettre en marche. On s'entend que faut pas vraiment tu laisses Charles Jourdain travailler au premier round, là. On a vu pas mal tous les combats qu'on s'attendait à ce que ce soit des guerres. Bang, il a clippé le gars au premier round, il l'a fini tout de suite de même. Fait que ça, c'est un petit aspect dangereux. Le fait que Jesse a eu l'air de se faire mal par mon boy Dufort au dernier combat, pis tu sais, Mick, c'est un grappler phénoménal, pis son striking s'améliore beaucoup, mais c'est pas encore le striker le plus clean qu'on a vu en MMA non plus, pis juste le fait de mettre du power dans ses punches, mettre comme de la volonté en arrière de ses coups de poing,
ça a réussi à faire mal à Jesse, puis il s'est retrouvé dans des tough spots une couple de fois dans ce combat-là. Fait que je me dis, tabarnouche, ça serait peut-être pas le meilleur moment d'arriver là puis de se faire clipper par Charles Jourdain, parce que ça a pas l'air d'être le genre de gars qui te clippe puis qui te laisse récupérer justement du petit moment que t'es daze, là. C'est un des gars avec le killer instinct le plus mongol que j'ai vu dans ma vie, là. Fait que non, c'est ça, c'est oui, le combat le plus dangereux de la carrière de Charles, y'a aucun doute là-dessus. Il affronte un gars qui, selon moi, est top 30-40 au monde dans la meilleure division qui existe en MMA, c'est la division la plus profonde. Mais d'un autre côté, ça va être le combat le plus dangereux que Jesse va avoir eu, probablement depuis genre Kevin Lee ou Michel Prazeres ou de quoi de même, là. Fait que... Ouais, bon point. À 100%. Je suis d'accord avec toi. 100%. Yes, mais écoute, mais je vais te laisser aller finir tes affaires, Yoni. Je te remercie énormément pour le temps, c'était génial. Puis j'ai hâte à ce fight-là, man. J'ai hâte à ce combat-là. Ça va être de quoi? J'ai hâte de voir tes débuts avec TKO. C'est long time in the making. Puis finalement, ça va arriver. Tout le monde a hâte de voir ça. Puis je te remercie du temps. On se voit Fight Week, puis on s'en rejase. Ciao, man. Bye bye. Yes, merci. Ciao, man. Voilà, ça a été ça, le podcast cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Un gros merci à Stéphane d'être venu sur le podcast pour clarifier ça. Encore une fois, si Patrick était à l'écoute puis il y a des choses à rajouter, open invite à Patrick aussi. Open invite à Oli Aubin, juste parce que c'est lui qui a starté tout ça. Puis, tu sais, j'ai envie de l'avoir sur le podcast. Je vous le cacherai pas. C'est un de mes invités, goal invité de longue date. Fait que si vous entendez ça, faites-y parvenir ça. Dites-y, viens donc sur le podcast à Faber, Oli. Ça pourrait être popé. Donc, merci beaucoup à Stéphane pour sa présence, c'est très généreux de sa part, puis de nous parler d'autres choses que ça aussi, tu sais, Hill contre Arnett, moi ça fait longtemps que j'ai envie de voir ça, fait que de savoir que c'est ce que TKO veut booker aussi, ça m'excite. Ceci étant dit, un immense merci à Yoni qui a été super généreux de son temps. C'est vraiment un des très bons entrevues que j'ai faites dans ma vie. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ça a été ultra smooth quand je me suis rendu compte le temps qu'on avait fait après l'entrevue. Je me suis dit, tabarnouche, tu sais, ça a vraiment été quelque chose de très bien. Donc, j'espère que vous avez autant apprécié que j'ai apprécié faire cette entrevue-là avec Yoni. Puis j'ai hâte de reparler à Yoni, bien sûr. Un gros merci à lui. On va conclure ça là, je pense que ça va être un très bel épisode. Suivez Stéphane, suivez Yoni sur les réseaux sociaux, je vous ai déjà tout affiché ça. Suivez-moi aussi, c'est tout écrit ici, là. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur MMA Talk sur Facebook, principalement, là, si j'avais une affaire à vous demander. Bien que je vous cacherai pas que si vous voulez aller vous abonner sur Instagram et tout, ça me dérange pas, J'ai comme après le corps du monde qu'on a sur Facebook, sur Instagram. Fait que je pense qu'on pourrait faire un petit transfert de followers, peut-être, là, d'une place à l'autre. Donc, gênez-vous pas, allez liker l'Instagram de MMA Talk, abonnez-vous sur YouTube, à toutes les places pour toujours être au courant de tout. Puis merci d'avoir été à l'écoute. Je vous aime bien gros, puis on se voit la semaine prochaine.